Excellences, Monsieur Kais Saïd, président de la République tunisienne, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du corps diplomatique, Monsieur le Président du Tunisia Africa Business Council et les membres du comité d'organisation, distingués délégués, honorable assistance. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement tunisien d'avoir invité Africa 50 à participer à cette grande conférence. Nous n'avons pas pu nous rendre physiquement à Tunis. Excellences, Monsieur Kais Saïd, président de la République tunisienne, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du corps diplomatique, Monsieur le Président du Tunisia Africa Business Council et les membres du comité d'organisation, distingués délégués, honorable assistance. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement tunisien d'avoir invité Africa 50 à participer à cette grande conférence. Nous n'avons pas pu nous rendre physiquement à Tunis, mais notre engagement demeure intact et nous sommes ravis de pouvoir y participer virtuellement grâce aux moyens technologiques mis en place. Les excellentes relations que la Tunisie entretient avec le reste du continent font de ce pays l'hôte idéal pour cet événement panafricain. Excellences, Mesdames et Messieurs, Africa 50 est une plateforme d'investissement dédiée aux infrastructures qui a été créée suite à un appel lancé par les chefs d'État africains lors du 50e anniversaire de l'Union africaine. L'objectif était clair et ambitieux: créer un véhicule d'investissement qui donnerait une impulsion nouvelle pour aider à combler le déficit d'infrastructures de notre continent. Aujourd'hui, Africa 50 est détenu par 28 États africains, dont la Tunisie, la Banque africaine de développement et 2 banques centrales, notamment la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et Banque Al-Maghrib. La vision depuis le début était de faire d'Africa 50 une solution africaine pour résoudre le défi africain des infrastructures de façon efficace et durable. Et des solutions, notre continent en a bien besoin aujourd'hui. Alors que le monde entier, et l'Afrique y compris, se bat pour donner un nouveau souffle économique et endiguer les effets de la Covid-19, nous pensons que tout plan de relance post-Covid devrait inclure une composante infrastructure. Et la priorité doit être donnée aux projets qui stimulent l'activité économique et la création d'emplois. Il est également primordial de développer davantage les infrastructures régionales afin de concrétiser les promesses de la zone de libre-échange continentale africaine. À ce jour, seuls 2% des investissements dédiés aux infrastructures du continent sont alloués aux projets régionaux. Mais plus globalement, le déficit de financement des infrastructures en Afrique demeure encore très vaste. Il est estimé entre 68 et 108 milliards de dollars US annuels. Et pour combler ce déficit, nous devons créer les conditions adéquates pour attirer davantage d'investissements privés, car les ressources publiques sont limitées. Ainsi, le secteur privé devra jouer un rôle important et il sera encore plus critique pour nous, en Afrique, de mobiliser nos propres ressources, de mobiliser des capitaux africains au-delà des financements internationaux. Et pour y arriver, l'Afrique a besoin de mécanismes de financement nouveaux et innovants. L'une des solutions que nous préconisons à Africa 50 est le recyclage d'actifs. Ce mécanisme permet au gouvernement de débloquer le capital qu'ils ont investi par le passé dans des infrastructures devenues opérationnelles et rentables, telles que des routes à péage, des centrales électriques, des aéroports, des réseaux de fibre optique et autres, en les cédant à des investisseurs du secteur privé sous forme de concession. Le capital ainsi libéré par les États pourrait permettre de financer les plans de relance économique et de nouvelles infrastructures pour la période post-Covid. Le recours au recyclage d'actifs permettrait d'envoyer un message fort de l'Afrique au reste du monde, démontrant que tout en recherchant de l'aide au niveau international, le continent puise aussi dans ses propres ressources pour financer sa relance économique. Ces actifs peuvent attirer une nouvelle classe d'investisseurs tels que les investisseurs institutionnels africains qui détiennent à ce jour sur le continent près de 2000 milliards de dollars US de fonds.
Rien qu'une fraction de cet argent pourrait permettre de combler le déficit de financement des infrastructures du continent. C'est donc un appel que je lance aux investisseurs institutionnels africains. Les infrastructures du continent sont une classe d'actifs viables qui peut générer des revenus stables tout en ayant un impact positif majeur sur le développement. Il faut également dissiper le mythe que l'Afrique est un continent risqué. Une récente étude de l'agence de notation Moody's prouve que ces 10 dernières années, l'Afrique a été le continent avec le deuxième plus faible taux de défaut de paiement sur les projets. De plus, les études démontrent que des infrastructures du continent ont des taux de rentabilité meilleurs que d'autres régions émergentes. Misons donc sur notre continent. Parlons de nos succès et des opportunités de l'Afrique. À Africa 50, nous sommes prêts à accompagner les acteurs publics et privés dans leurs projets d'infrastructure pour concrétiser le potentiel économique de notre continent. Nous nous réjouissons de pouvoir échanger davantage avec vous, même virtuellement, pendant cette conférence et au-delà, afin de planifier des collaborations futures. Je vous remercie. Maintenant notre plénière سجلول اسمع سجلول ما دام ما تكلمتش مش يقعدوا دونك توكل على الله ils vont rester merci beaucoup سي فارس
Je vous prie de prendre place parce qu'on va commencer là. Passé midi. Good morning, bonjour à tous, and welcome to the fourth edition of FITA, organized by TABC, of which I'm proud to be co-founder and honorary chairman. The honor has been bestowed upon me today to moderate the first panel of this important conference that we hold in the midst of trying times amidst a devastating pandemic. The subject that we will be debating in this panel is the impact of COVID-19 on trade, finance, and investment projects in Africa. Allow me first to make a few comments, introductory remarks, before turning the floor over to the stellar panelists we have, who have kindly accepted to honor us with their presence today. There can be no doubt that COVID-19 pandemic has given rise to the biggest sudden stops we have witnessed in recorded history. It has been estimated that the capital flight that was recorded out of emerging economies, including Africa, in the early weeks following the pandemic has never been as strong in the history of mankind. The International Institute of Finance estimates that around $130 billion were withdrawn from emerging markets during the first half of 2020. The bulk of that money never made it back. Some consider the COVID-19 crisis to be even stronger than the Wall Street crash of 1929. This is particularly so if we count the number of deaths so far. As of today, more than 10 million people died from COVID in the world. In Africa, the number of deaths is 138,000 as of yesterday, which is modest comparatively speaking, but the pandemic is still raging in most parts of Africa. The highest number of deaths were recorded in South Africa, of about 59,000 deaths, followed by Egypt, 16,000, and sadly, Tunisia comes in the third place with 14,000 deaths and still counting. There are two things that distinguish this crisis compared to the previous ones. First, this crisis started in the real economy with a concomitant gigantic twin drop in demand and supply globally and domestically, whereas the previous crisis stemmed from the collapse of the financial systems. And the second thing is the astounding speed with which the crisis unfolded. For instance, it took only a few weeks for unemployment to rise to unprecedented levels all over the world, whereas it took much longer in the previous crisis for that to happen. With that being said, it is clear that emerging countries in general, and Africa in particular, are most at risk, as we've heard this morning, to bear the brunt of the crisis for the following considerations. A major consideration, I'll start with this one, is the weaker health systems prevailing in most African countries. The pandemic laid bare
the widespread deficiency of health systems throughout Africa. In Tunisia, for example, which is considered a lower middle-income country, there were only 10 ICU beds when the crisis broke out. Today, we managed to double that number, but most hospitals are already saturated, and concern is mounting about the fourth wave that hit our country lately. As I'm speaking to you right now, some of our fellow citizens in Siliana, Kairouan, Kasserine, and other regions of Tunisia who got the virus are suffering immensely because of lack of basic health services. Most African economies have a limited fiscal space. That's another consideration. This means that for many of them, it is difficult to issue local currency debt, neither can they tap the international capital markets. Hence, a very limited capacity to raise liquidity and engage in fiscal stimulus. In Tunisia, there is a heated debate going on right now as to how the country can cover its budget deficit or sustain its debt level, which has reached unprecedented proportions in its history. Tunisia is certainly not alone in Africa facing this dreadful situation. It is also difficult, if not impossible, for most African countries to do quantitative easing similar to what we have witnessed in the US and Europe. That means that central banks in these countries have little leeway to monetize deficits, barring a few exceptions such as South Africa, Morocco, Egypt, and to a lesser extent Tunisia. But even in these cases, the monies that have been created are rather modest compared to those witnessed in advanced economies. We have heard earlier about the $3 trillion that were created in the United States, for example. Another consideration is that both export proceeds, FDIs, and workers' remittances have taken a deep dive, and for countries having a large tourism sector, such as Tunisia, Egypt, Mauritius, or Morocco, the crisis is particularly damaging. Workers' remittances have dropped 23% in sub-Saharan Africa in the wake of the pandemic. FDIs are estimated to have dropped between 25 and 40%, depending on the country. Tunisia has witnessed an 80% drop in tourism revenue in 2020, and the situation is expected to improve only slightly this year, if at all. Furthermore, this crisis comes at a time of rising concern of public debt sustainability. It is hence questionable whether many African countries will be able to honor their foreign debt obligations, particularly after having borrowed heavily in the international capital markets over the last few years, as they took advantage of low interest rates. The G20 did launch a temporary debt relief program, the Debt Service Suspension Initiative, or DSSI, in favor of low-income countries, which has been extended until the end of this year. Of the 38 eligible countries in Sub-Sahara, only 9 countries took thus far advantage of this program. However, as the pandemic seems to linger on for much longer in our continent, I do expect to see crowds forming at the gates of official and private creditors to seek some form of debt relief or restructuring. As a result, sweeping international efforts are needed to help such countries weather the storm. Most Africa-based DFIs, such as the FDB, Afreximbank, and other institutions that are present here today, such as ITFC, AFC, and Africa 50, have promptly acted to extend their assistance via a variety of initiatives that I'm sure we will learn about in a few minutes. Furthermore, we are witnessing some fundamental changes in the global supply chains in the international division of labor. Whereas some transnational corporations have decided to relocate their offshore activities closer to home in order to ensure just-in-time inventory, many others are seriously thinking to repatriate their activities altogether as a result of two confluent forces: the rise of Industry 4.0 and the political pressure being exerted on them to bring jobs back home. The reshoring phenomena
has the potential to adversely impact employment in countries such as Tunisia, where more than 400,000 people work in the offshore sector. This is a matter of serious concern, and I'm afraid the pandemic has accelerated the process that has started a few months ago, or a few years ago. Whereas the prospects for a quick recovery in world trade have improved of late, after falling by more than 9% in 2020, the WTO expects world trade volumes to be slow in 2022 at around 4% after a temporary rebound of 8% in the course of this year. In Africa, the combination of sharp drop in global demand and commodity prices dramatically affected prospects for trade and growth. In addition, the effects of the third wave and possibly future waves of the pandemic will continue to be largely felt throughout Africa, which will likely leave trade below its pre-COVID level. Furthermore, as I mentioned earlier, supply chains have received particular attention during the crisis due to the perception that complex and long supply chains have worsened the implication of the pandemic. This would suggest that recovery from this crisis calls for cooperation to reverse protectionist policies, resist implementing further barriers, and strengthening the robustness and resilience of supply chains. In the end, the burning challenge is how can African firms be quickly reintegrated to the global value chains. And last but not least, a strong investment case must be made to promote health in Africa. Our continent is still far from meeting key health financing goals such as the Abuja Declaration target of allocating 15% of the government budget to health. Only 3 countries in Africa have so far attained this target. In addition, Africa continues to import up to 80% of its pharmaceuticals when it has what it takes to build its own production capacity. We hope that this pandemic will serve as an eye-opener for Africa to count first and foremost on itself to preserve and promote the health of all Africans and be better prepared to mitigate the risks of future pandemics. We were delighted in this respect that a few weeks ago, Afreximbank and AFC have signed a collaboration agreement to facilitate and support manufacturing of vaccines on the continent. It is a good step in the right direction. Thank you very much. Okay. J'ai le plaisir maintenant d'introduire nos panélistes. Je vais commencer par son Excellence, M. Gabriel Curtis, ministre guinéen de l'Investissement et du PPP, qu'on va écouter dans quelques minutes. Son Excellence, Madame la ministre Hala Cheikh Rouhou, ancienne ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables en Tunisie et cofondatrice et CEO de Nithio, un cabinet de conseil en énergie qui couvre principalement l'Afrique subsaharienne. Engineer Mr. Hani Salem Sombol, qu'on a écouté tout à l'heure, le CEO of International Islamic Trade Finance Corporation and a dear friend of TABC. On sera aussi rejoint par visioconférence M. Ismaïla Zubair, CEO of Africa Finance Corporation, qu'on a écouté tout à l'heure. Nous avons aussi M. Sanjeev Gupta avec nous pour représenter AFC. Il est board member and executive director of AFC. M. Alain Ebobissé, CEO of Africa 50, qu'on vient d'écouter il y a quelques minutes. Il était question qu'on écoute M. Farid Belhaj qui a envoyé un message enregistré, mais malheureusement, il y a un petit problème technique, donc peut-être qu'on l'écoutera tout à l'heure. Donc, j'invite pour commencer M. le ministre et les autres panélistes à dire juste quelques petits mots d'introduction et par la suite, nous allons donc entamer le débat. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et félicitations pour votre introduction qui a bien campé les problématiques auxquelles on fait face
en raison de la pandémie de la Covid-19 qui a véritablement chamboulé l'ordre économique mondial, notamment le commerce, l'investissement, et dans le cas précis ici, c'est sur les infrastructures également. Alors, certes, il y a beaucoup de points de préoccupation que vous avez évoqués, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, j'ose croire que cette pandémie offre véritablement une opportunité pour le continent, parce que ça a mis à nu des difficultés auxquelles nous faisons face. C'est une véritable crise. On ne produit que 1% des vaccins qu'on va administrer sur le continent, 1%. Ce qui veut dire, par exemple, pour un pays comme la Guinée, qui très tôt avait compris, parce que nous avons eu malheureusement, et heureusement pour nous, les affres d'Ebola en 2014-2015, et qui a été très dur pour l'économie et pour le pays. Mais donc, dès que la pandémie du Covid est apparue, contrairement aux autres pays, nous avions déjà les infrastructures pour laver les mains, pour comment isoler les gens. Donc, on n'a fait que reprendre cela. Mais on s'est vraiment rendu compte quand même qu'on est vulnérable. On a commandé les vaccins très tôt, et jusqu'à présent, on n'a reçu que même pas 20% des vaccins qu'on a commandés, qu'on a payés depuis décembre 2020. Donc, ce qui veut dire que ça a mis à nu certaines des difficultés que nous avons, mais ça donne aussi des opportunités à nous. Ça va inciter à une nouvelle dynamique. Nous avons beaucoup de politiques très intéressantes, comme la zone de libre-échange continentale, qui représente une opportunité extraordinaire pour le continent. Je crois qu'avec cette pandémie, il y a une accélération de la 4e révolution industrielle. Et il est extrêmement important, parce que ça va affecter tous les pans économiques et des échanges. Parce que le numérique va jouer surtout sur l'investissement, sur la finance, sur le commerce, sur la santé, sur la sécurité. Donc c'est extrêmement important que l'Afrique ne rate pas cette opportunité. Et on l'a vu avec la pandémie, on a été obligé tout le monde a été obligé de s'adapter. Je donne un exemple tout bête, c'est que le Conseil des ministres en Guinée se fait par Zoom ou sur Microsoft. Donc, parce que c'est la pandémie qui nous a obligés à faire cela. Donc, ça veut dire que faut qu'on se prépare pour qu'on ne soit pas surpris. Donc, c'est un accélérateur de la 4e révolution industrielle et de l'intégration aussi de l'Afrique, parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut compter sur nos propres moyens. Vous avez parlé tout à l'heure de Global Value Chain. Moi, je pense qu'il faut qu'on crée un African Value Chain. Et c'est un espace comme le FITA est une belle plateforme pour promouvoir le African Value Chain. Évidemment, qui se place dans un contexte global, mais on en a besoin. Et la même chose aussi, donc on est forcé de revoir nos modèles de développement et nos modèles de coopération. Parce qu'avec la pandémie, nous avons vu que nous faisons face à plusieurs barrières. Au niveau du commerce, il y avait la barrière physique, on ne pouvait plus se déplacer, il y avait des restrictions. Vous avez la barrière financière, vous avez parlé tout à l'heure des capitaux qui sont partis, et 5 milliards de dollars, rien que le premier semestre de l'année dernière, c'est 5 milliards de capitaux qui ont quitté le continent africain, ce qui a affecté la liquidité des banques, donc on ne peut plus financer le commerce. Vous avez aussi des barrières logistiques pour pouvoir pour commercer entre nous. Il faut qu'on ait les ports qui fonctionnent, il faut qu'on ait des aspects toute une chaîne logistique qui soit là, la mobilité, qu'elle soit présente. Donc on a ces barrières-là. Évidemment, c'est dans des barrières, mais c'est aussi des opportunités sur lesquelles il faut sur lesquelles il faut qu'on se penche. Au niveau des projets de développement, il y a évidemment les questions exogènes, comme vous l'avez rappelé, l'aide au développement, puisque chacun a eu des problèmes budgétaires, les recettes n'étaient pas les mêmes, l'aide au développement, les FDIs ont baissé. En Guinée, par exemple, c'est 40%. Et il y a aussi les problèmes endogènes, parce qu'avec la pandémie, on n'a pas eu non seulement les revenus qu'on escomptait, mais également ça nous a coûté.
En Guinée, par exemple, c'est 400 milliards de francs guinéens qu'il a fallu tout de suite trouver pour atténuer les effets de la pandémie. Donc, par exemple, on a suspendu le paiement de l'eau, de l'énergie, pour atténuer les effets néfastes, parce que les prix ont commencé à augmenter, donc il fallait aider pour que les gens aient un pouvoir d'achat un peu plus important. Donc en disant, on réduit on a fait la gratuité par exemple du transport public, tout ça pour aider le citoyen lambda pour cela. Mais moi je demeure quand même très optimiste par rapport aux ouvertures que cela nous offre, si nous nous posons les bonnes questions et que nous investissons là où il faut investir et que nous faisons comme ce qu'on est en train de faire au niveau de l'Union africaine pour les vaccins, c'est-à-dire de choisir les pays qui ont des avantages comparatifs pour pouvoir produire des vaccins localement. Nous allons revenir à tout ça. Félicitations. Je donne la parole à Hala pour quelques mots introductifs. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Je pense que, comme vous l'avez bien dit, Jaloul, ce qui se trouve, c'est que pour notre continent, bon, on ne peut pas généraliser, mais pour la plupart de nos pays, la crise est arrivée à un moment où il y avait déjà une croissance du niveau de l'endettement et une croissance du niveau des déficits publics. Donc, l'espace fiscal que nos pays avaient à leur disposition pour préserver les emplois, donner les facilités que nous avons observées, par exemple, je vis aux États-Unis, que le régulateur et les autorités ont pu déployer très rapidement pour les petites et moyennes entreprises, pour les individus, pour les ménages, n'était pas disponible. De même, Monsieur le Ministre a mentionné l'exemple qui est partout ailleurs de gratuité ou de retarder le paiement de l'électricité, de l'eau. Il faut commencer à réfléchir à comment s'assurer que ces efforts ne se traduisent pas par des déficits au niveau des sociétés nationales d'électricité et d'eau quant à leur capacité à faire leurs investissements requis dans l'entretien des infrastructures existantes et dans le développement des infrastructures supplémentaires. Maintenant, je suis d'accord avec Son Excellence, le ministre guinéen, sur l'optimisme, parce que nous sommes le continent le plus jeune, nous sommes un continent, en fait, quand je mets ma casquette action environnementale et changement climatique, c'est le continent qui est le seul qui est encore en train de se développer à l'intérieur de son budget et ses moyens écologiques et biologiques. Donc, il y a des opportunités importantes. Il y a beaucoup de volonté de réaliser des investissements dans les 5 à 10 prochaines années par la communauté internationale. Vous savez certainement que l'Union européenne, par exemple, je ne sais pas si elle est représentée, vient de finir sa programmation de 7 ans. Ils ont dédié 30 milliards d'euros pour l'Afrique. Donc, cela représente des opportunités. Le G7 récemment, avec les banques d'aide au développement du G7 ainsi que la BEI, ont annoncé 80 milliards de dollars, c'est quand même important sur 5 ans, à investir en Afrique. Le mot qu'on entend souvent, c'est « there are no bankable projects ». Nous avons l'argent, ce n'est pas le problème, c'est le manque de projets qui sont viables. Et je peux vous certifier, sur les 15 dernières années, j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire des dizaines de projets d'infrastructures structurantes en Afrique. C'est possible et c'est faisable de faire des projets viables et de réaliser des double bottom line. C'est-à-dire qu'il y a un impact important financier, mais il y a un impact important socio-économique et environnemental, puisque
C'est la région où il y a le plus d'opportunités de s'urbaniser, c'est la région où il y a le plus d'opportunités de s'industrialiser, c'est la région où il y a plus d'opportunités de développer une agriculture résiliente au changement climatique. C'est une région qui est certes vulnérable au changement climatique, mais qui a le moins contribué. Donc cela fait qu'il y a beaucoup d'appétit, aussi bien par les bailleurs officiels que par les bailleurs internationaux privés, les investisseurs, de regarder les opportunités d'investir pour réaliser les objectifs globaux, les Sustainable Development Goals à horizon 2030. Ce qu'il nous faut, c'est chaque pays, chaque sous-région, de définir nos axes stratégiques pour chaque secteur, que ce soit, dans mon cas, mon expertise a été beaucoup sur l'infrastructure, l'énergie, l'action changement climatique. Donc chaque pays définit son Nationally Determined Contribution à l'accord de Paris, sa contribution nationale déterminée. Voilà mes priorités en tant que pays sur les 10 prochaines années pour l'énergie, pour l'agriculture, pour la lutte contre la déforestation, pour l'accès à l'eau, pour une meilleure gestion de mes ressources naturelles, et de descendre ces stratégies dans des projets, une série de projets que nous pouvons réaliser. C'est ainsi que sur les 15 dernières années, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'appuyer, par exemple, le Kenya à développer sa géothermie. C'est une énergie propre qui existe en abondance en Afrique de l'Est et qui n'est pas développée. C'est la seule région du monde qui a beaucoup de géothermie non développée. Cela requiert une expertise de forage qui n'est pas dissimilaire du pétrole et du gaz. Et grâce aux formations et aux investissements que nous avons fournis aux entités kenyanes, aujourd'hui, c'est elles qui sont en train de forer en Éthiopie pour tout le moyen, parce que tous les pays du Rift Valley ont énormément d'opportunités de développer cette énergie propre. De même, vous parliez de l'industrialisation, de value chains. Lorsque j'avais travaillé avec le Maroc et avec le fonds Clean Technology Fund, le fonds des technologies propres pour le climat, nous avons pu mobiliser 900 millions de dollars ou d'euros, je ne me rappelle plus, mais probablement 900 millions de dollars pour le Maroc pour agir de manière intégrée, avoir un programme éolien avec un backup sur water storage and pumping et électrification rurale qui soit associé avec une exigence d'industrialisation locale pour fabriquer une partie du secteur éolien dans le pays. Parce que lorsque nous fournissons aux investisseurs privés la visibilité sur la demande existante, c'est là où nous pouvons attirer les investisseurs. Et ce sont des projets qui se sont réalisés sur le terrain. C'est ML de l'Italie qui est en train de faire ça au Maroc. Donc il y a beaucoup d'exemples, donc c'est possible, c'est faisable de réaliser des projets structurants sur le continent. La Guinée, vous avez une grande richesse en hydroélectricité, en minerais. Donc, lorsque j'étais à la BAD, il y avait beaucoup d'efforts pour utiliser la facilité juridique africaine pour vous accompagner. Et je pense que c'est là où c'est un retour sur investissement très élevé de bien structurer les accords de long terme dans les partenariats publics-privés desquels vous êtes en charge. Comme ça, il y a un accord qui soit stable, équilibré, qui peut résister au cycle économique et politique lorsqu'il n'est pas très injuste. Et donc, si dans notre continent et dans nos pays, nous arrivons à recevoir notre part de la valeur intrinsèque des produits naturels, les minerais. Aujourd'hui, nous parlons de Industry 4.0. Le cobalt, c'est en RDC, que 70% du cobalt qui est nécessaire à beaucoup de technologies intelligentes. Donc, il y a vraiment de grandes opportunités. Et je pense que vous l'avez bien cité, ainsi que son Excellence le gouverneur de la Banque centrale et ainsi que mon ami Hakim Ben Hamouda, nous sommes tous africains. Et donc, nous avons cet appétit au risque africain que peut-être dans des pays et des régions distantes est perçu comme un risque exagéré. Nous savons que les gens vont payer pour des produits essentiels à leur survie, à leur développement, à leur éducation, à leur santé, à leur prospérité économique. Donc, il faut que nous commencions par nous construire et investir en nous-mêmes. C'est une grande avancée d'avoir l'accord de libre-échange africain. Il faut concrétiser ça par un mouvement
plus facile des capitaux et des êtres humains, et du facteur humain et du facteur capital, et ceci pourra déchaîner le génie de nos jeunes et de nos moins jeunes et de nos industriels et de nos entrepreneurs. Donc je suis effectivement optimiste, mais il faut vraiment bien structurer les offres et les projets que nous présentons aux investisseurs nationaux, régionaux et internationaux. Merci bien. Nous avons écouté tout à l'heure M. Smail Zubairo. I don't know if Mr. Gupta would like to add a few words on that. Yeah, that's fine. Yeah, hi. My name is Sanjeev Gupta. I'm with Africa Finance Corporation. And thank you very much for the initial comments. And I must apologize that the only language I speak and understand is unfortunately English. So please bear with me. I know that I'm in a serious minority here. The point I like to make is that, you know, there is a saying that the more things change in this world, the more they remain the same. And when it comes to this particular challenge that humanity is facing, the COVID challenge, I can't but help remembering this saying, because in so many ways, everything that was being spoken about is almost deja vu when it comes to the continent. Because the challenges around lack of diversification, the challenges around the lack of development of projects, the challenges around de-risking projects so that investors can come in, the good projects that you talk about, the challenges of diversifying economies and addressing the demographic challenge into an opportunity. I call it the 5D problem, the 5 Ds. These are not old problems. These have been chronic issues on the continent. What COVID has done, and I take it as a good sign, is that it has allowed us to remember this well, and for the world to remember this, that this continent of 1 billion plus people, which is soon going to be 2 billion people, which is going to be home to the world's largest number of young people, if a grand plan is not made, we will be talking about these problems in 50 years to come. So from an AFC point of view, we like to keep it simple, because we are, after all, just another institution in the whole firmament of African funding. We only focus on infrastructure and infrastructure-related projects. So what did we do? What did we do different to what we have always been doing was perhaps the question. So obviously, as an African institution, we worked with other governments, other institutions, and provided immediate healthcare support. You heard that alongside Afro-Exim, we are also building, hopefully, a state-of-the-art vaccine manufacturing business. So that's okay, that's one part of the story. The other is, which I need you to remember, is that in spite of all the various constraints that the continent faced, we were one of the few institutions which managed to retain and maintain its credit rating. We are rated very high. We are rated A3, which is the second best rated institution on the continent, and that rating was maintained during a very difficult period. That allowed us to go and tap into global capital markets and we raised in the last 15 months more than $2.5 billion new money. And what did we do with the money? We provided support to African financial institutions and African sovereigns. Again, to me, this was a temporary issue. This was something we did because we could raise money, African governments and African institutions couldn't, so we provided the bridge. But the third point I'll make, and I'll finish after that, is perhaps the most important point. And that is that
you know, there is again an English saying that men may come and men may go, but we go on forever. Now, we as an institution were created by African states to invest in Africa. For us, unlike global capital, Africa is not an asset allocation game. It's the only game that we were created to play. So therefore, when we invest with a long-term perspective. Just to give you an idea, we have invested close to $9.5 billion now over the last 12 years across 35 countries. And the reason I'm highlighting it is because I want you to understand, and I think I'm in agreement with my fellow panelists therefore, that development in Africa will not happen unless we take a holistic view. And let me explain this. We call it the ecosystem way of doing things. And what I mean by that is that when we invest, we try to see the ecosystem around which a investment can be supported. So if we invest in a mine which mines a certain mineral, as you know, most African mines, the mineral that is mined goes away. It doesn't get processed in the continent. We want to create the processing industry. The moment you create the processing industry, and we are doing it, automatically there is a need for energy, power. So then we create the power solution. If you then have to connect the mine to the ports, you have to build roads and railroads. And then you have to ultimately build the port and the logistics around it. And that's what we like to do. We do not like to invest in isolation because we believe that if we adopt that ecosystem approach, it ultimately creates better projects. It ultimately diversifies the economies, it enhances export earnings, it creates jobs, and it de-risks projects, which is then possible then to bring in global capital. So for example, when we have developed projects, completed projects, we have had no difficulty in bringing in global capital to come in at the time of financial close. So that's how we are positioned as AFC. We would love to do more work in Tunisia, obviously. We have invested in one of your oil and gas assets. We're looking at the renewable side, which will please you. We're doing more and more renewable work, and we also want to look at the mining industry. So from our point of view, the way I would like to put it is, I think there is the last saying I will quote. Somebody said that never let a good crisis go to waste. For Africa, this crisis allows us to engage with global capital on a mutually beneficial basis. Because global capital needs returns, and we can provide those returns if we can develop and invest well. And that's my little mantra that we try to follow, and I hope that we all can follow. Thank you. Thank you, Mr. Gupta. That's an excellent mantra, by the way. I'd like to ask a question to Engineer Hadi Salim Sumbul if he's online. I'd like to make sure that he is with us before I ask the question. Est-ce qu'on peut vérifier si M. Sumbul est en ligne? Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer si M. Sumbul est toujours en ligne? Très bien. En attendant, je vais poser... Recording in progress. Ah oui. M. Sumbul. Pas si on entend. I can see him, but I can't see his office. Bon, en attendant, Monsieur le ministre, moi j'aimerais vous poser quelques questions. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le développement dans votre pays. Je dois vous dire que je suis impressionné. En moins de 10 ans, vous avez pu lancer pas mal de choses. Vous avez fait des efforts monstres pour développer
le secteur privé, vous avez établi le guichet unique, vous avez lancé aussi l'agriculture, le secteur agricole, avec 200 000 hectares qui sont aujourd'hui exploités. Dans les PPP, vous avez aussi lancé pas mal de projets, surtout dans le secteur énergétique, je pense. Et avec tout ça, et puis on est très impressionné parce que les mesures que vous avez prises pour venir en aide à la population donc lors de la pandémie. Mais avec tout ça, il n'y a eu que 168 décès dans votre pays, jusqu'à hier, à ma connaissance. Quel est votre secret? Merci beaucoup. Effectivement, la Guinée a fait de grandes avancées sous la conduite du président de la République, le professeur Alpha Condé. Vous parlez d'énergie qui ont été faits en PPP, et Madame en a parlé tout à l'heure. On a multiplié par 10 la production énergétique de la Guinée en 10 ans. Et ça a été fait grâce à de nombreux PPP où on a vraiment été outside the box, comme on dit, pour développer donc les deux grands projets, mais il y en a eu d'autres, ce qui est Caleta avec 240 MW et Swapiti avec 450 MW. Et il y en a d'autres aussi qui... Allô? Allô? Ah voilà, ça y est, c'est revenu. Donc il y en a d'autres aussi qui vont arriver dans l'agriculture, comme vous l'avez expliqué. Beaucoup d'investissements ont été faits là-dedans. Concernant la question du... Allô? Ok. Concernant la question de la Covid, je vous ai dit que nous avons eu dès le début des réactions presque épidermiques parce que nous avons vécu la période d'Ebola. Et nous avons appris de cela. Donc, dès que c'est arrivé, nous avons une agence qui est l'équivalent du CDC, qui est d'ailleurs appuyée par le CDC américain. Donc, dès que c'est arrivé, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour essayer de combattre cela. Et nous n'avons pas la capacité non plus de fermer nos économies. Donc, on ne pouvait pas faire de confinement. Mais par contre, on a pris des mesures pour éviter, pour diminuer le nombre de contaminations qui pouvaient se faire. Par exemple, on a fermé les marchés à 16 heures. Dès le mois d'avril, on a exigé le masque à tout le monde avec une amende. Nous avons mis un couvre-feu à 20 heures. Nous avons aussi pris des mesures dans tous les bureaux de lavage des mains, de distanciation sociale. Et comme je vous l'ai dit, la population a quand même suivi parce qu'on avait l'expérience d'Ebola. Et comme les cas sont arrivés surtout dans la capitale à Conakry, on a carrément fermé la capitale du reste du pays. Donc on ne pouvait plus se déplacer de Conakry au reste du pays pour éviter que ça ne se propage. Évidemment, ça a eu des corollaires, des conséquences très importantes sur le commerce intérieur, parce que les camions étaient bloqués, puisque le port principal est dans la capitale. Donc ça a eu vraiment de très grandes conséquences, des répercussions. Mais par contre, ça a aidé à stopper la propagation de la maladie dans d'autres régions qui sont bien moins équipées que la capitale. Et nous avons aussi eu à un moment jusqu'à 1000 lits disponibles. Évidemment, comme la Tunisie, nous n'avions pas suffisamment de ICU, donc il a fallu multiplier ça a pris du temps. Mais et on a malheureusement perdu beaucoup de gens et des personnalités importantes, encore une fois, parce que la maladie était méconnue. Et la prise en charge, il a fallu un peu de temps pour savoir comment faire une bonne prise en charge. Bon, l'autre chose aussi qui nous a aidé, c'est la jeunesse de la population. Nous avons une population très jeune, 77% de la population a moins de 35 ans. Donc, ce qui fait que, et on sait qu'avec la Covid, ça atteint moins les couches plus jeunes. Donc, et dans les couches les plus... et on a essayé de protéger au maximum celles qui étaient les plus vulnérables. Et très tôt, dès que c'était disponible, dès le mois de décembre, nous avons commencé la vaccination et particulièrement des gens qui sont sur le front line et les personnes vulnérables. Donc voilà, et là actuellement on est à peu près à 350 000 personnes vaccinées. C'est pas beaucoup, c'est à peine 3% de la population, mais nous essayons de multiplier cela. Et je vous dis encore, cela a révélé les problématiques que nous avons dans nos pays, c'est-à-dire les problématiques de production.
Comme je vous ai dit, il n'y a que 1% des vaccins qui sont offerts en Afrique. Nous avons commandé, nous n'avons pas seulement commandé, on a payé pour les vaccins, mais ils ne sont pas encore arrivés parce que chaque pays, chaque entité ont d'abord pensé à se couvrir eux-mêmes. Ben, c'est normal. Donc il est important que le continent africain aussi prenne des leçons de cela. Oui. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Vraiment, c'est surtout c'est-à-dire on a la capacité en Afrique, sauf qu'il faut qu'on bouge. Je crois comprendre que Engineer Hani Salim Sambo is available. So I'd like to ask you a question, Mr. Sambo. Trade financing gaps have worsened significantly in the wake of the pandemic in Africa. The major DFIs have promptly responded by initiating such programs as the Rapid Response Facility of the African Development Bank and the Afreximbank's Pandemic Trade Impact, as well as the Islamic Development Bank and ITFC with the coronavirus support package that you have launched. However, tighter cross-border limits and a significant drop of correspondent banking facilities, along with high risk aversion by commercial banks, are largely curtailing trade transactions in Africa in the wake of the pandemic. What actions should be initiated by both governments and DFIs to address such constraints? And in particular, how can we invigorate African banks to promote the advancement of the AFCFTA? Thank you, Your Excellency. Jalul, you have really summarized in your introductions most of the impact that the coronavirus had on not only in Africa, globally. You know, the spread of this new coronavirus was, as you know, started as a health crisis, and then it was really transferred to be more of a hitting the economies and then the financial sectors. You know, in the beginning of the pandemic, we felt also the shortage of funds in the markets, in addition to the outflow of the liquidity from many of the regions, especially the Africa. The Africa, as you know, contracted actually by in the beginning of the pandemic, but we were expecting that things will go better in the early days. However, the global output forced this contraction to really worsen with especially in the first and second quarter of 2020. We know the African global output at that time contracted by almost 2%, and definitely Africa suffered in the first year, the 2020. Maybe from the worst actually growth that was impacting the African continent. We know the many factors were actually had these implications. The readiness of the continent, just like globally, we were not ready to really encounter such virus, and the resilience was a little bit weak. So we have seen all this impact on the GDPs of many countries, and the cancellation, lockdowns, and the shipping even added more really constraints on the continent. So similarly, I think the global trade, which was actually forecasted in the early days to grow by 2.7% to 3%, contracted, really by more than 8% toward the end of the year. And as you said, the global financial, crisis also had an impact on the capital outflow from Africa. The supply of trade finance, as you know, was significantly affected at that time. That will add to the already the deficit that Africa had for trade finance before even COVID-19, which ranges between 170 to 200 billion at that time. So the supply of trade finance, as I said, was very much affected. Correspondent banking relationship also faced challenges in the region, and rejections of the letter of credits requests increased by almost 40% by local banks. So most of the sectors were actually impacted.
not only the trade, but all sectors that is related to trade, talking about the remittances and the tourism, the informal sectors, of course, in addition to a very important sector which was hit during the crisis, which is the SME sectors. So we are expecting, of course, that this uncertainty and volatility in the markets will continue in the coming year. However, I think with the vaccination, things looks more brighter now, as we can see a little bit of opening up here and there. That is going to at least ease the impact. Indeed, as you said, the IDB group, including ITFC, had a very, very, I would say, urgent program, which was planned early days of the pandemic. It's a 2.3 billion program. We were looking at the different phases of the pandemic. We said in the beginning, by the way, it's called the 3 R's. The R1, which we are trying to respond to the urgent and pressing needs of member countries. In addition to that, we were also preparing countries for the second phase, which is the recovery phase, and finally, of course, the restart. And this maybe will take maybe a longer time. As you know, that ITFC has contributed almost to $1 billion in the early days of the pandemic, helping member countries not only with medicine, with medical equipments, but also with food supplies, because we know that the interruption in the food supplies was one of the maybe major concerns for many countries. This recovery response program actually helped and supported all sectors in the beginning, and now we are embarking into the second phase, which is the recovery phase, by extending also all possible assistance, short-term, medium-term, and long-term assistance to member countries, because really we want to make sure that ITFC is going to stay relevant. In addition to what we've done actually in the beginning to really revisit our strategy, now we are more focusing on a new direction for ITFC, and I think this direction is going to be also very relevant in terms of new sectors that we are going to tackle, especially the health sector and tourism sector. And what we think that now governments, we go back to the financial institutions. We have tried really to keep really in the early days, strong ties with the financial institutions, just through the syndicated operations, big syndications, so that countries will not feel really the tide. And I would like to thank all our partners here, especially the Africa Exim Bank and BADIA and other local financial institutions, for really taking the step toward really having new innovative programs to support especially the African continent, under many programs. I can call one of them is the COPRIVA with the Africa Exim Bank and the BADIA, which is a 1.5 billion initiative that already signed and started implementing. Will have, of course, we are going to support the financial sector in Africa, especially the local banks, and try to bring trust and confidence to the trade markets in Africa. In addition, of course, to we have a special vaccination program that is going to be, of course, available for member countries. In fact, ITFC already started approving transactions to procure vaccinations for member countries. So what I think is that in addition to this trade finance, I think what Africa also needs at this stage is actually more of the trade development and trade-related technical assistance and capacity building programs, because definitely financing alone will not really help member countries in Africa, especially after during the recovery period. They need training, they need capacity building programs, and we felt that we have done quite good in the early days of 2020 to provide this kind of really hand-holding with member countries and helping different sectors through a number of initiatives, a number of capacity building programs, and that's what they require. Now, the issue is that how much really Africa can also benefit from the
from the CFTA. Many member countries, they do realize the importance of this big agreement, actually the biggest since the establishment of the WTO. We need to make use of this agreement because it really, as my colleague here in the panel said, we need a comprehensive really solutions for Africa. You cannot tackle one area and just leave the others without really having to look at the bigger picture. That's why we're trying to extend hand to the Secretariat of the CFTA and trying to see how can member countries benefit already from the already available products that our institution have, and also through our partnership with the African Union, with UNICA, with other major active institutions in Africa. So ITFC, alongside the partnership with other, we launched, as you see, one of the most important. That's why I call the governments here of Africa to really give more attention to the Arab-Africa Trade Bridge Program. It's a comprehensive program. As I said, it does not only help in the area of trade finance, but also insurance. It helps also in the infrastructure. And beside of that, we have so many partners actually with us. One of them is, of course, IDB is coming really with a number of projects under the Arab-Africa Trade Bridge, the ISEC, the ICD. That will make it more of a very diversified products for Africa. And we thank the governments in Africa who joined us. We have Senegal, we have Benin, we have Togo, we have Tunisia, of course, on top of that. Egypt now is part of that. This 2020 and 2021, Tunisia is the chairman of the Arab-Africa Trade Bridge Program, and we are hoping that the governors and the ministerial meeting will be held in Tunisia toward the end of the year. We need to make sure that these programs are well really utilized in Africa, because it, as I said, it really provides a lot of really the important, finally, I would like to say that the trade, we cannot avoid that trade will play a major role in the recovery, and also it will definitely solve many challenges. What we need to do is to make sure to, as I said, to use this agreement, and also to take the opportunities that the COVID-19 really created. And we call from here that more relaxations in terms of the governments to avoid protectionism at this time, to boost confidence in the trade and global markets, and improve transparency. Transparency is very much needed. And we also do not want to forget digital trade. It's going to be the future of trade, not only in Africa, but also globally. We are now having special programs to support member countries to do trade on platforms, and that will facilitate the trade transactions, and in the same time will reduce the cost and increase efficiency. We are starting a model now project in Egypt, and that's why we are trying to conduct most of the trade transactions through using fintech solutions and using, as we say, many of the platforms. So I think these recommendations, the current crisis, in my view, offers an opportunity to develop readiness and for the future pandemic as well. We need to be ready for tomorrow. The pandemic or the viruses will not leave us alone, but we need to be very, very much, ready to capture all the solutions to really be resilient against those. The scope of the international agreements is wide, and we can benefit from that to provide actually greater predictability and credibility for all of us. Partnership, we cannot fight all of this alone. We need everyone to be with us and to really join us in these programs, so that we can really serve Africa, not now but in the future. One of the most promising continents in the future is Africa, no doubt of that. And that's why we see that Africa is going to be for Africa, and definitely the intra-African trade will be our focus, and to see how can we support really Africa to improve, and utilize actually the available products of ITFC and others. And I would like to thank you for letting me really interfere here. Thank you very much. Thank you very much, Engineer Sombel. That was fascinating, what you're trying to do.
I don't know if Mr. Alain Ebobisse is online. Could you check if I have a question for him? You are? Yeah, I'm here. Okay, good. Then I have a question for you. The COVID-19 pandemic has impacted infrastructure finance in a variety of ways. Projects have been postponed or canceled. New projects are being put on hold. Private commitments in infrastructure in Africa have sharply decreased. What potential restructuring solutions are available to both governments and DFIs to restore investor confidence and safeguard the conditions for a quick recovery of infrastructure projects? Well, thank you. I speak in French, but let me maybe start in English by thanking the government of Tunisia and the Tunisia Africa Business Council for inviting me to this very important discussion. I look forward to a discussion, but I also want to acknowledge my brother and good friend, Minister Gabriel Curtis, with whom I'm working in Guinea. We have a number of projects together. Bonjour, Gabriel. And also my friend Ella. I know her for a long time, and of course, other friends. Alors, je vais passer en français. Donc, un deux mots d'abord. Africa 50, j'ai parlé tout à l'heure pour nous présenter, mais je pense que je voudrais donner les trois axes d'intervention que nous avons qui pourraient être utiles à l'audience et puis à ceux qui nous suivent virtuellement. Pour dire que, en fait, l'un des aspects sur lesquels nous focalisons le plus, c'est le développement de projets où nous soutenons par le financement, mais également par le support en termes d'équipe, d'expertise, la phase conceptuelle des projets, la phase d'amorçage, parce que vraiment, et je crois que c'est Ella qui le disait tout à l'heure, c'est là où on a le plus gros besoin dans notre pays, dans notre continent, dans nos pays, parce que nous devons créer plus de projets bancables pour attirer donc ces investissements. Et il y a une statistique qui fait un peu mal, mais bon, c'est pas qu'en Afrique, dans les autres régions également. Presque 80% des projets en phase d'amorçage en Afrique échouent un petit peu à cette étape-là. Parfois parce qu'il y a un manque de ressources, bon, il y a également des difficultés de risque, mais nous devons vraiment sensiblement augmenter notre capacité d'intervention dans la phase de développement de projet afin de créer un pipeline de projets bancables, en tout cas d'en mettre un peu plus, qui vont pouvoir attirer les investissements. C'est ce que nous faisons à Africa 50. Nous aidons à réduire les risques, nous aidons à aider à lever le financement en dette, notamment à travers la Banque africaine de développement, dont le président, le Dr Hakim Wimi Adesina, également le président du conseil d'administration d'Africa 50, et donc nous sommes partenaires. Ensuite, nous avons un véhicule d'investissement plus classique comme les autres qui permet d'investir dans des projets un peu plus en aval, quand les projets ont été déjà définis comme étant bancables, et même quelquefois, nous investissons dans des projets opérationnels. Et le troisième domaine d'intervention, c'est la levée de fonds pour pouvoir mobiliser plus de fonds qui pouvaient être financés en fait dans les infrastructures africaines. Parce que notre mandat, il est exclusif. C'est les infrastructures africaines en PPP. En 2013, pour la création, qui a demandé la création d'instruments innovants pour le financement des infrastructures. Et quelques projets que nous avons fait, mais vraiment très rapidement là-dessus, avant de parler de la réponse vive. Et c'est pour montrer que dans notre continent, il y a des choses qui se font, plusieurs de ces choses, il faut qu'on parle de succès. C'est vrai qu'on a pas énormément de choses à faire, mais il y a quand même beaucoup qui se fait. Et très souvent, dans les conférences ou même dans les médias ou ailleurs, on parle toujours de challenge, ce qui est vrai, mais il faut parler des choses qui existent. Nous avons investi en quelques années sur les centrales comme la centrale de Durban en Égypte, c'est presque 1,5 gigawatts de solaire. Africa 50 a investi dans 400 gigawatts dedans, très rapidement fait. Nous avons investi sur des projets avec mon frère le ministre de Curtis en Guinée, sur l'aéroport de Bessia, sous le leadership du président, son excellence Condé. Nous avons des projets en cours, au Cameroun, la centrale de Naxiga, qui sont en cours de construction. C'est des grands projets qui
montrer qu'on fait des choses très intéressantes dans ce continent, il faut en faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Par exemple, au Kenya, nous sommes en train de développer ce qui sera les premières lignes de transport d'électricité privées en PPP. Le président Kenyatta nous a confié ce projet et nous sommes en train de le faire avec un partenariat de Power Grid en Inde. Et je peux également montrer parler du pont sur le fleuve Congo qui relie Brazzaville à Kinshasa, deux belles villes africaines qui sont séparées par un fleuve qui n'est pas très grand et qui ne sont pas connectées physiquement. Donc Africa 50 a été choisi comme le co-développeur de ce projet de pont qui va relier ces deux villes africaines et qui va donc également permettre donc de continuer de bâtir donc cette région et nous pensons que ça va accélérer les échanges entre les deux pays. Et Kigali Innovation City, qui est le dernier projet dont je voulais mentionner, parce que là aussi, Kigali Innovation City, dont le Rwanda nous a choisi comme co-développeur principal de ce projet avec Rwanda Development Board, mais c'est un projet qui va changer la narrative, qui va changer la narrative de l'Afrique. Un continent qui ne consomme pas uniquement la technologie, mais qui produit également. Donc, on a déjà des centres de production, au Kenya, au Sénégal, etc., beaucoup de pays, mais il faut qu'au niveau mondial, qu'on voit l'Afrique également comme ce continent qui produit la technologie, et donc nous allons contribuer à ça avec Kigali Innovation City. Au niveau de la réponse à la pandémie, nous avons une réponse qui constitue autour de trois volets. D'abord, au début, nous avons rejoint l'élan de solidarité qui a été témoigné par plusieurs institutions, en faisant des dons en numéraire, notamment à Africa CDC, qui opère sous l'égide de l'Union africaine, pour leur permettre d'acheter du matériel médical. Bon, ça, c'était de l'urgence sanitaire. Nous avons contribué et nous avons également soutenu quelques pays modestement pour montrer qu'on pouvait aider dans cette phase initiale. Ensuite, nous avons pensé, et je crois que c'est ce que mes collègues du panel sont en train de dire, que la meilleure façon de soutenir la relance, c'est d'accélérer le développement de projets. Et donc, pour nous, nous avons essayé de trouver les moyens de restructurer les projets qui en avaient besoin et d'accélérer d'autres, bien sûr en respectant les contraintes sanitaires. Par exemple, les projets où certains investisseurs sont partis, parce qu'on a constaté une fuite des capitaux, c'est clair. Ce que nous avons fait, nous avons essayé de trouver des financements, des crédits relais locaux à travers les banques locales pour continuer la construction et non pas arrêter en attendant que les autres reviennent. C'est ça, en fait, que nous avons essayé de faire. Et donc, aujourd'hui, la construction du projet Malicounda au Sénégal, qui est une centrale électrique de 120 MW, est en cours grâce notamment à ce financement. Et donc, ce que nous faisons également en termes de réponse à la pandémie, c'est de dire il faut trouver un moyen de mobiliser plus de financement africain. Vous savez, les fonds de pension, les fonds souverains africains, l'estimation, ils gèrent à peu près 2 000 milliards de dollars d'actifs. Si on pouvait trouver un moyen d'augmenter leur contribution au financement des infrastructures africaines, on pourrait vraiment réduire ce gap-là. C'est les conversations qu'on va avoir, qu'on a déjà eues d'ailleurs. Je salue la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations. D'investir dans l'infrastructure de manière sécurisée, parce que, effectivement, leur responsabilité fiduciaire à ces institutions, c'est alors de bien gérer les pensions, les retraites qu'ils doivent gérer. Donc, ça, on le comprend. Donc, tout ça fait que nous avons cette réponse au niveau donc, de notre réponse post-Covid. Autre chose que nous faisons pour répondre au Covid, c'est que nous avons aujourd'hui un rôle de promotion du fait que la relance post-Covid devrait passer également par une augmentation sensible des investissements en infrastructure et que le secteur privé devrait avoir un rôle plus important. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, le secteur privé contribue vraiment de manière relativement faible aux projets d'infrastructure et je crois que comparé aux autres régions émergentes, on peut augmenter sensiblement. Les gouvernements aujourd'hui, et mon frère Gabriel peut le confirmer, reconnaissent que c'est très important
d'augmenter la part du secteur privé. Donc, on va continuer à soutenir les gouvernements pour améliorer le climat des affaires, pour faire en sorte qu'ils se dotent également de plus de capacités pour négocier ces contrats de PPP qui sont des contrats complexes, parce que ce que nous voulons, et je crois qu'Ella l'a mentionné tout à l'heure, c'est que du côté du gouvernement, avec la facilité africaine juridique qui est logée à la BAC, les institutions comme les nôtres, Africa 50, qui focalisent sur le développement de projets, que nous puissions avoir des projets équilibrés, qui soient non seulement, en fait, je dirais, équilibrés, mais qui soient également perçus comme étant équilibrés, parce que c'est ça qui va permettre de continuer sur la durée. Je vais terminer par rapport à une innovation que nous sommes en train de proposer et de pousser de manière très forte avec le soutien de la Banque africaine de développement. C'est ce que nous appelons le recyclage des actifs. Le recyclage des actifs ou l'asset recycling, c'est essentiellement, ça permet au gouvernement de débloquer le capital qu'ils ont investi dans des infrastructures existantes et rentables en proposant ces infrastructures à des investisseurs du secteur privé dans le cadre de concessions. Le capital ainsi libéré peut alors financer. Les gouvernements peuvent utiliser ce capital-là pour financer les plans de relance de nouvelles infrastructures, telles que dans le domaine de santé, mais ça peut également être des infrastructures dans les autres domaines. Ça fait qu'on recycle ces actifs-là. Et je pense que c'est un mécanisme qui permettrait, en fait, d'attirer des grands investisseurs institutionnels, parce que ces investisseurs-là préfèrent avoir des infrastructures qui génèrent déjà du cash flow. Et au-delà de ça, ce mécanisme permettrait également à l'Afrique d'envoyer un message au monde en disant, oui, très bien, on a besoin de soutien extérieur, mais en même temps, nous essayons également de trouver des ressources propres, endogènes en Afrique, pour financer notre relance. Je crois que c'est très important, parce qu'il faut mettre fin à l'idée fausse, selon nous, selon laquelle l'Afrique, notre continent, est trop risqué. Ce n'est pas vrai. J'ai mentionné tout à l'heure dans mon discours d'ouverture l'étude de Moody's qui disait que, en fait, les taux de défaut en Afrique sont plus bas que dans beaucoup d'autres régions et les rendements sont bons. Donc, on va continuer à parler des success stories. On va pas continuer à parler, on doit continuer à parler, je devrais dire, de choses qui marchent dans notre continent. Parce que c'est très important, parce que le succès appelle le succès. Africa 50, nous sommes une institution relativement jeune, presque à peu près 5 ans d'opération active, mais nous sommes prêts à contribuer au financement des infrastructures en Afrique. S'il y a des partenaires potentiels dans la salle, nous sommes prêts à engager des discussions. Même si nous ne sommes pas dans la salle, nous avons les moyens de pouvoir dialoguer. Les organisateurs ont nos contacts et nous serons prêts à continuer à financer les infrastructures en Afrique parce que nous pensons que c'est du bon business, c'est un impact positif financièrement, mais c'est également un impact en termes de développement. Et également, dernier point, c'est l'ESG, donc l'environnement et la sociale. Donc, pour construire ces infrastructures qui respectent les aspects climat, qui respectent les contraintes environnementales et sociales et qui rapportent de l'argent. Donc, c'est du win-win et c'est possible. Nous avons démontré qu'on peut le faire et donc nous voulons encore le faire encore plus et plus rapidement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ebobissier. C'est très édifiant. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Tout ça, c'est très intéressant. Mais j'aimerais bien savoir si M. Smaïla Zubairu est en ligne avec nous. J'aimerais bien lui donner la parole. You think he's on the... I mean, okay, he's not. Non, mais il m'avait informé qu'il allait intervenir. Donc, très bien. Pada, j'aimerais bien te poser une autre question. How do you assess the impact of COVID on the energy sector in Africa, and how do you see the deployment of renewable-based solutions to Africa post-COVID recovery? Thanks, Shalul. So I think globally, the economic slowdown means maybe less immediate pressure in terms of the demand, which is typically exceeds the supply in most of our countries. But as the minister from Guinea highlighted, the utilities are probably now coping with bigger
levels of bad receivables when it comes to repayment for their energy services from their customers. What we have observed at Nithio, the platform I'm managing currently, which is an American company that invests in distributed renewable energy solutions in sub-Saharan Africa, is that when the COVID hits, we have a data science team, and they ran a number of scenarios to see how much the distress of the cash flows to the off-grid solar operators was going to hit them. And we were prepared for the worst. And lo and behold, actually, the demand was mostly stable, and in some instances increased, because for some of the segments of the market, there was movement of population from the urban centers to the rural centers and increased demand. So when it comes to essential products and services, the context of the crisis proved that demand will be resilient for a while. Now, as the crisis is becoming longer, the savings of households and small businesses are running low. So it's important, as you were highlighting, to have a smart management of the crisis, like we heard from His Excellency, because you cannot put this stress for too long on your economy. Now, of course, if you look globally at the continent, we have had, over the last 15 years, as also flagged by my fellow panelists, growing successes at closing and implementing energy generation assets, whether they're renewable or conventional. Where the weak link now is becoming acute is the transmission distribution. And the solution is not to simply say the government has signed a power purchase agreement, they will pay no matter what, because then you are basically having double loss. The government is paying for the energy and not able to deliver it to the end users. And we have dramatic examples right now, not the least is in Ghana, where the government is paying hundreds of millions of dollars for gas supply agreements, power purchase agreement, and the energy is not reaching the end users. So how do we resolve this? When it comes to many of our countries, there are new ways to think about your energy master plan and how to achieve SDG 7, energy access for all. Not everybody will be reached by the grid, and my neighbor here lives in a country where clearly the government has made that decision in Nigeria, that a lot of it will be done through mini-grids and off-grid, and the Central Bank of Nigeria has funded recently a 5 million connections program that will be mostly through standalone mini-grids and off-grid, mostly solar, and will be accompanied with an incentive for local manufacturing, or at least local assembly. So when it comes to leaping ahead in achieving investments for universal access to energy, each country will need to look at the state-of-the-art technologies available today and see where are we going to do grid-based solutions, mini-grid-based solutions, and off-grid-based solutions. An example of that is Ethiopia. They have now their National Electrification Plan 2.0, which will rely on all of the above. And with, we were speaking about Industrial Revolution 4.0, actually the transmission, distribution, and off-grid assets capacity is underutilized, the existing assets. So there are artificial intelligence-based solutions that enable you to make the most out of the assets you have in place. So I recently, as part of this week's United Nations Dialogue on Energy, I moderated the panel as part of the ministerial thematic groups about what are some of the solutions to enhance the viability of energy operators in developing countries in general, and it applies in Africa as well. And that there are a variety of solutions. In my case, Nithio, what we do is we use different sources of reliable, high-quality data that exist about, at a granular level, about our continent.
at 1 square kilometer level. We know what are the socio-economic, environmental indicators, and we're able to predict the relative ability to pay of households, smallholder farmers, and micro-entrepreneurs. And that allows now to be able for the energy distributor to offer the product for which there is ability to pay, and at the same time, where possible and feasible, use grants for supporting communities who don't have ability to pay. So the utility or the mini-grid or the off-grid operator doesn't have to go bankrupt because they are serving one solution for everybody. The same we discussed with Splight Artificial Energy. It's an innovation. There are many innovations happening by which we need to think of the renewable energy efficiency agenda differently, because every solar or wind park has actually inverters that are used to convert the power, and these inverters are computers that are very, very underutilized. If you use them to their fuller capacity, you would be able to use your existing transmission distribution assets to absorb a lot more of the renewables, and you don't have to curtail the renewables when there are issues. And so it's a different paradigm and less reliance on fossil fuels potentially down the line. And I will pause there. I continue to think that there are, as Alain and all the panelists mentioned, what it takes is to decide what's your path in terms of investment, and then structure your projects and wrap up the investment. And then work on that. Bon, là j'apprends qu'on a largement dépassé le temps imparti, donc je vais demander à chacun des panélistes de dire quelques petits mots en guise de conclusion, et on lève la séance. I'll start with you, Mr. Gupta. Yeah, okay. So thank you very much, obviously, to everybody for listening to us for so long. I think the message from us as panelists probably, or certainly as AFC, is what I like to say to all our team members, that, you know, when it comes to solving the Africa's infrastructure and industrial-based challenge, the deliverance, as I call it, is not going to come from outside. If it had come from outside, we would have all been doing fine. So the bottom line is that as African countries, we have to somehow find ways of creating an environment where private sector can develop projects well. And secondly, and most importantly, from a policy point of view, I think it's time that African sovereigns understood that in spite of being the base for everything that the world virtually needs, be it gold or minerals or rare earths, nothing is ever processed on the continent. And if that is not going to change, and if we are not going to raise the consciousness of global capital to make that happen, we will always try and look for solutions from outside the continent. We have a serious opportunity in the continent to start making our own minerals, our own resources count for ourselves in terms of how they're processed on the continent itself. And as we do that, institutions will be there to support it with project development and capital mobilization. A quick comment on the renewables. Very often people think that Africa is probably not taking the renewable debate seriously. Nothing can be further from the truth. Because, you know, even though Africa produces less than 3% of the world's, let's call it undesired emissions, Africa suffers disproportionately in terms of climate damage. And unlike other countries, African governments don't have the ability to support and create the protection that climate changes actually have in terms of the damage it causes to communities. So therefore, it is an important problem for governments in Africa to deal with. Secondly, there is funding available. I know it, you know it, that globally there is huge amounts of funding today available for renewable type of projects. So why would we not take it? And the third and the most important point is, again, I go back to my pet subject, that if the renewable industry globally is going to succeed, it's going to have to find ways of storage. And for storage and connections, you will need copper, you will need nickel, you will need rare earths, you will need cobalt.
and that's all resides in Africa. So we have to somehow find a way of actually processing those on the continent. And that's how we turn the renewable debate to our advantage. Thank you. Le mot de la Merci beaucoup. Je trouve que ce panel était très riche en enseignements. Comme le sujet est vaste, on aurait pu passer toute la journée ici, mais malheureusement on est contraint par le temps. Je dois dire que je vais revenir sur mon introduction, que cette crise, c'est une opportunité à saisir. Donc c'est très important qu'on apprenne de cette crise. Il faut vraiment qu'on puisse travailler pour retrouver un peu le dynamisme qu'on avait pre-Covid parce que l'Afrique faisait la croissance économique était là et elle était durable. Et là, on a vu que nous avons eu quand même un recul à ce niveau-là. Même si pour des pays comme la Guinée, on a continué à croître, mais pas autant. L'année dernière, c'était 7% de croissance du PIB, alors qu'on escomptait être à 2 chiffres. Mais à cela ne tienne, je pense que à sortie de cette crise de Covid qu'il faut préparer maintenant, il faut qu'on se prépare vraiment à saisir toutes ces opportunités-là. Et la transformation dont on a besoin, c'est une transformation technologique, digitale, la transformation industrielle et la transformation des infrastructures, la logistique, c'est très important. Et je pense que le secteur privé a toute sa place à jouer dans cela, notamment pour l'investissement, pour le commerce, pour les infrastructures. Il faut qu'on se repose sur le secteur privé et le développement des tissus du secteur privé, l'industriel, etc. Donc c'est sur ces mots-là que je voulais conclure en vous remerciant encore d'avoir brillamment animé ce panel et en remerciant aussi tous ceux qui sont, tous les panélistes ici. Merci. Merci à vous, Excellence. Et sur ce, donc, au nom de TABC et en votre nom à tous, je réitère mes remerciements aux panélistes pour leurs interventions aujourd'hui, pour leur contribution. Moi aussi, j'ai appris énormément durant cette séance. Moi aussi, j'avais plein d'autres questions à poser, mais bon, le temps est ce qu'il est. Donc, il faut qu'on le respecte. Donc, merci à vous encore une fois et profitez des séances qui vont venir après. Bonne journée.